club. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 26e édition du Bistrot d'Allez LOSC, l'émission réalisée par des supporters du LOSC, notamment le site allezlosc.com, pour les supporters du LOSC. Ce soir, nous allons évoquer, comme chaque semaine, l'actualité du club. En première partie, nous irons faire un tour en Ligue 1, nous reviendrons sur le match LOSC-Marseille. Les Lillois maîtres du suspense. En deuxième partie, nous passerons sur la Coupe de France, pas de piège corse pour le LOSC. Et enfin, nous terminerons avec le prochain match de Ligue 1, dernière ligne droite pour le club. Ça commence, un premier sommet sur le Rocher. Pour aborder tous ces sujets, nous avons réuni un casting extraordinaire. Sosie vocal de Johnny Hallyday, il a récemment fait un malheur sur la bande FM. On l'a récupéré avant qu'il ne parte pour les sélections de The Voice. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est beaucoup moins jeune que Baptiste. Certains disent qu'il est même beaucoup plus vieux que... Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Il tient à sa particule. Ça tient peut-être à son côté snob parisien. Bonsoir Julien, des Dogs de Paris. C'est ça, Julien des Dogs de Paris, c'est mon côté arrogant. Habitant près de Dunkerque, il a été un des premiers à être confiné le week-end, en un mot. Il a maintenant tout le temps de regarder tous les matchs à la télévision. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous et à toutes. Finalement, face à l'actualité importante du LOSC, il a décidé de ne pas partir en vacances en Corse. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Arnaud qui réalise l'émission et nous fera part, comme chaque semaine, de vos commentaires sur le chat de la chaîne Twitch et ou vos commentaires sur le groupe Facebook Allez le LOSC. Ceci étant précisé, première partie de l'émission, Ligue 1, LOSC Marseille, les Lillois maîtres du suspense. Le match remonte à mercredi dernier, pardon. Qu'en avez-vous pensé ? Qui veut commencer ? Qui veut prendre la parole ? Georges, tu es au milieu de l'écran, je vais te passer la parole en premier, tu vas commencer. Je ne m'y voyais point. Voilà, fallait pas être cardiaque. On a décroché les 3 points, 2 points dans les dernières minutes. Preuve que l'équipe a su faire preuve d'abnégation. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est extrêmement mérité, même si j'ai trouvé les Marseillais extrêmement faibles. Je faisais le parallèle, on a joué Brest, on s'est englué contre Brest, Strasbourg, mais je les ai trouvés bien supérieurs à ce que j'ai vu de l'OM. Donc, victoire logique. Et comme je disais la dernière fois, c'était quand même un match charnière, parce qu'après, on va rentrer dans le dur. Il fallait surtout pas laisser de points sur ce match-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé, je dirais, l'enthousiasme des joueurs quand ils ont marqué sur le tard. Quand on a senti qu'il y avait une vraie libération. Et ce que j'ai beaucoup aimé, finalement, on a dit ils ont envoyé un message à la Ligue 1. Je crois qu'ils se sont surtout envoyé un message à eux-mêmes. Oh, c'est beau. On est parti pour philosopher ce soir. Voilà. Baptiste, quelle est ton analyse de ce match ? Alors, mon analyse, on a fait un beau premier quart d'heure. Et malheureusement, on s'est un peu ennuyé jusque la 80e minute. Malgré qu'il y ait eu des tirs, bien évidemment. Donc il y a eu un bémol dans ce match, je pense que ça a beaucoup joué, c'est la défense marseillaise, puisque comme je l'avais dit la semaine dernière, donc c'était Balerdi qui était aligné au Caleta-Tchar, et c'est vrai que ça n'a pas du tout matché, et même le japonais Nagatomo n'a pas été très bon, a même été vachement en difficulté face à la défense l'attaque lilloise, pardon. Donc Lille a tiré 23 fois au but quand même. Donc c'est la deuxième fois qu'on dépasse ces 20 tirs cette saison, mais on a seulement eu 8 tirs cadrés, avec un Mandanda qui, comme d'habitude, réalise un super match. Malheureusement, après, c'était aussi, on avait à cœur de le gagner, puisque Lyon est allé gagner à 19h et Paris aussi est allé gagner. Donc il fallait vraiment le gagner pour se remettre dans le classement. Et bravo aussi à la défense lilloise, car Marseille n'a tiré que 3 fois au but, avec juste une frappe de Camara assez facile à capter pour Maignan. Donc bravo à la défense qui a été presque irréprochable. Christophe, tu as quelque chose à rajouter? Ton avis sur ce match des Lillois face à Marseille? Moi, j'ai trouvé qu'on était
un peu comme les matchs qu'on a connus contre Brest, pas contre Strasbourg, c'est autre chose, où on a dominé en ronronnant pendant un bout de temps. On a eu quelques éclairs avec Mandanda qui arrête des tirs de David, Wea et Renato. Ouais, donc là, on a vraiment eu deux, trois écarts de Mandanda. À chaque fois contre nous, Mandanda fait un bon match. Hein. Ça, je pense qu'il choisit ses matchs. Il rate des balles contre je ne sais plus qui, mais nous, il joue bien. Et sauf à la fin du match où là, on a joué un peu plus vite. Parce qu'il y a eu beaucoup de choix qui ont été mauvais à l'attaque. Je dois tirer, non, je vais la passe, ou je fais un contrôle à 2 mètres, donc je suis obligé de faire la passe entrée. C'était frustrant parce qu'on voyait qu'il y avait la place et on n'y arrivait pas parce qu'on n'était pas assez bon, pas assez précis. Et puis après, il y a eu la délivrance à la fin avec ce petit relâché de Mandanda et David qui s'est jeté dessus comme contre Reims. Il avait s'est jeté pour gagner le match. Et puis le dernier but un peu gag et qui fait bien plaisir contre Marseille. Quoi. Julien, tu veux rajouter quelque chose? Rajouter, ils ont dit beaucoup de choses. Je vais plutôt rebondir sur les différentes choses qui ont été dites. Peut-être, Georges, il dit qu'on a envoyé un message à la Ligue 1. En tout cas, l'équipe a envoyé un message à la Ligue 1 parce qu'on a fait la couverture le lendemain avec une seule et unique photo. David, roi du suspense. Et autant dire qu'on n'est pas habitué. Alors, heureusement, on a été rassurés 3 jours après avec Lens qui a fait la couverture parce que quand même, il fallait équilibrer un peu les choses. C'était important. Mais on fait cette couverture. Et je pense que c'est normal parce qu'il y a vraiment un message qui a été envoyé et ce message, il est en termes d'attitude. Alors évidemment, il faut rester calme, il reste 10 matchs, il reste 30 points à distribuer, donc autant dire que absolument rien n'est fait, mais en termes d'attitude, le message, il était bel et bien là, quoi. On est toujours allé de l'avant, on n'a rien lâché et on a été récompensé de nos efforts. Je suis content, Baptiste, il n'a pas donné toutes les stats. On a réussi 455 passes. L'OM, on a réussi 274. Pas du simple au double, mais pas loin quand même. Donc, on est vraiment sur des stats qui sont horribles pour l'OM. Baptiste l'a dit, ils ont 3 tirs encadrés. Enfin, c'est catastrophique. On est vraiment sur un OM qui est à jamais les premiers sur l'à peu près. Et nous, en revanche, on n'a vraiment rien lâché. Et je pense que l'incarnation de cette attitude, c'est David. David fait pas un bon match. David, il n'a pas été dingue, mais il n'a rien lâché. Et il y a cru jusqu'au bout. Et d'ailleurs, sur ses 9 buts, ça y est, il est à égalité avec Bourak avec 9 buts. Il en a marqué 6 après la 80e. Donc tu vois, il est loin le temps où on disait Jonathan David, gros sac, il avance pas, machin. Ça, c'était vraiment au début quand il est arrivé. Aujourd'hui, il est hyper affûté et il a un mental. C'est ce que disait Galtier, c'est assez intéressant finalement. Je me suis dit en lisant entre les lignes, il a un vrai mental d'anglo-saxon. Alors lui, Galtier parle plutôt de légèreté, de mec sans pression, qui joue très relâché, mais finalement, c'est très américain, quoi. Ce côté, la pression n'a pas d'effet sur moi. Moi, je suis juste là pour gagner et je vais jusqu'au bout. C'est hyper américain et c'est super intéressant. Et je voudrais peut-être finir avec quelque chose que j'ai déjà dit, mais ça commence à sentir quand même vraiment bon si on aime les signes. Alors encore une fois, je le dis, il reste 30 points à distribuer, ça c'est clair, mais cette saison, elle ressemble tellement à la saison du doublé, quoi. On s'était fait éliminer par Eindhoven, on s'est fait éliminer par l'Ajax. On n'a pas gagné tous nos matchs facilement, si vous vous souvenez de l'époque, et c'est exactement ce qui se passe là. On gagne en fin de match, et à l'époque, on gagnait en fin de match en faisant rentrer les remplaçants. Les Obraniak, les Fro, les Demelo. Et là, par exemple, sur le deuxième but, grâce à qui on marque le but? Grâce à Bamba et à Royo, qui font tout le travail. Alors évidemment, c'est David qui marque, mais c'est ces 2 remplaçants-là qui font tout le boulot, quoi. Ça ressemble tellement à ce qu'on a vécu. Pas forcément toujours géniaux, mais un état d'esprit dans ce groupe. Alors évidemment, avec tout ce qu'on vit avec le Covid, on ne peut pas faire les mêmes rapprochements sur la manière dont vit le groupe. Mais en 2011, moi je me souviens qu'on croisait les mecs à Lille. On les croisait, ils allaient au resto ensemble, ils étaient à 15. Les gars, le soir, ils étaient en vélo sur des Vélines. Là, ils étaient là. C'était phénoménal. Je pense qu'ils ne le font pas aujourd'hui, mais je suis presque sûr que s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. On sent vraiment, et je crois que c'est Georges encore qui l'a dit, une joie mais tellement sincère, une solidarité tellement forte quand ils marquent des buts que moi je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le doublé et putain je trouve que ça sent bon, quoi. D'ailleurs, je voulais juste me permettre sur ce parallèle, parce
que j'ai vu une petite déclat d'Olas qui dit à peu près la même chose que toi. Il dit que ça se passe comme en 2011 et comme en 2011, Garcia va être champion. Plus que quelques semaines avant l'attente. Baptiste, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire déjà pour rebondir sur les stats de Julien que David c'est le meilleur buteur en 2021, donc c'est pour vous montrer sa progression. Du championnat? Du championnat, ouais, du championnat. C'était Terem Moffi et maintenant c'est donc Jonathan David avec son doublé contre l'OM. Et Lille a eu 60% de possession avec, comme tu le dis, presque le double de passes. Donc ce qui montre que Lille a quand même eu la maîtrise du ballon sur ce match. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a déjà des commentaires sur les réseaux sociaux? Oui, on a une Marseillaise que Julien que connaît très bien, et qui dit je vais pas rester longtemps dans l'émission, je souhaite passer une bonne semaine. Donc voilà, ça c'est dit. C'est dur pour les Marseillais, on va pas se mentir, ils ont pas vécu une bonne soirée. Hein. Ah bah et pas un week-end non plus. Hein. Avec le Canet. C'est vrai. Mauvais mois. Voilà. Oh, c'est parti pour la mauvaise année, je crois. Mais bon. Mauvais siècle, hein, parce que bon, 93, ça commence à dater. Hein. C'était au XXe siècle. Hein. Après, si le Canet était fair play, ils auront laissé les droits télé. Peut-être aussi, ouais. Payé par Mediapro, non? Sinon, il y a KH qui dit que ça va être dur quand même cette année. On a beaucoup de matchs décisifs à l'extérieur. Monaco, PSG et l'OL. Mais après, moi, je vais rebondir là-dessus. C'est qu'on est très bon. On est meilleur, je trouve, à l'extérieur qu'à domicile. Après, je pense que c'est peut-être aussi intéressant de savoir ça. Et c'est vrai qu'en 2011, on a aussi été très très bon à l'extérieur aussi. Donc après, je pense que, comme Schizophile dit, les adversaires vont devoir se livrer et nous laisser des espaces. C'est vrai qu'à un moment donné, ils devront gagner pour essayer de nous dépasser et ils vont pas faire du bloc bas, on va dire, comme on a l'habitude de dire assez souvent. Mais bon. Après, c'est vrai que je retourne mon amour, hein, c'est incroyable. Pourtant, tu as un rôle difficile. Hein. Passer le dernier comme ça, tu as le rôle le plus difficile. Tu n'as jamais de cadeau et à chaque fois, tu arrives à. Oh la vache! Et après, c'est vrai que sur le match de Marseille, c'est vrai qu'on a eu la chance d'y croire jusqu'au bout. Et c'est ça qui est bien, parce que je pensais vraiment que ça allait finir sur un 0-0 malgré une forte domination. Mais là, cette année, comme on dit, on a la niaque de marquer ses buts décisifs à la fin. Et c'est tant mieux. Alors, comme d'habitude, je vais refaire un tour de table pour que vous puissiez nous ressortir vos individualités. Dans le sens positif ou dans le sens négatif, même si moi je voulais surtout insister aussi sur le collectif. Julien, tu disais tout à l'heure qu'on marque beaucoup, ça ressemble beaucoup à l'année 2011 avec ces victoires en fin de match. Ça ressemble aussi beaucoup à l'année 2001 avec des matchs finalement qui sont très physiques et pas toujours aboutis techniquement et qui finalement on arrive tel un rouleau compresseur ensuite à remporter la décision dans les arrêts de jeu. Alors qui veut commencer ce petit tour de table sur les joueurs? On va commencer par Christophe. Allez, un petit mot. Par rapport à 2001, on est quand même beaucoup plus technique. Hein. L'équipe elle a un niveau technique un peu plus élevé. C'est pas faux, mais la Grinta est toujours là. Ouais, Fernando dirait pas le contraire. La Grinta et le collectif, il y a quelque chose moi, qui a marqué mon attention sur ce match de Marseille. C'est une photo de la célébration du premier but de Jonathan David, où on voit un amoncellement de joueurs lillois en premier plan, et on voit Mike Maignan qui arrive en courant derrière pour participer à la célébration, ce qui est quand même assez rare et ce qui démontre bien que la qualité du collectif, elle est vraiment présente. Vas-y, je t'ai interrompu. Photo. Oui, non, évidemment David, parce que, comme dit Julien, il n'a pas fait un beau match, mais il s'est arraché pour aller marquer le premier but, le deuxième, comme je disais, c'est un peu plus gag, mais voilà. Un gros plus, moi, pour la rentrée d'Arojo, parce que je trouve qu'il a ce qu'il a fait à Rojo, ce qui est très étonnant pour lui, hein, c'est qu'il a joué beaucoup de balles en une touche. Je sais pas si c'était une consigne ou quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à décaler dans une défense renforcée. Hein. Parce que si on fait 4 touches de balle avant de faire une passe en défense renforcée, on décale rien du tout. Et il faudrait peut-être expliquer un jour à Iconé, si quelqu'un a du temps, passer avec lui. En une touche, on passe plus et ça va plus vite. Et c'est Arojo qui provoque le premier but et qui est sur le deuxième, c'est pas un hasard. C'est le ballon qui court, c'est pas toi. Voilà. C'est du Platini, on l'a encore vu dimanche soir. Wea qui fait un très bon match, je trouve, devant. Je trouve que c'est vraiment une très belle pointe.
Et après, j'ai Renildo, que j'ai beaucoup aimé à l'arrière-gauche, avec ses débordements, des bons centres, mal exploités. Et dans l'ensemble, après le reste de l'équipe, j'ai pas de moins à donner. Maignan, il n'est pas jugeable parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais bon, il est toujours sa présence. Et après, le reste du milieu de terrain, c'était pas trop mal. J'ai trouvé des joueurs un peu compliqués. Un mec comme André, j'ai trouvé un petit moins sur André parce que je trouvais que ça compliquait un peu trop la vie. Il devrait jouer plus simple. Et comme il fait d'habitude, quoi. Là, je trouve qu'il a voulu faire un truc un peu plus compliqué. Et question peut-être un peu plus difficile, et à Marseille, tu as des joueurs à ressortir? Ah bah oui, Thauvin, il a déjà été sorti par C'était une vraie perche, voire même un ton d'arbre que c'est tendu. C'est vraiment surprenant. Mandanda à Marseille. Malgré sa petite bêtise sur le but, il fait encore un grand match. Georges, est-ce que tu veux t'adonner à ce petit jeu? Ouais, je voulais revenir justement sur Renildo, parce qu'en effet, si Thauvin était aussi invisible, c'est qu'il avait un sacré client sur son côté. Je me suis même dit que c'est terrible, quoi, parce que pour une fois qu'il n'a pas les fameux chants où on l'invite à un coït furtif, disons que Renildo a passé le geste la parole par le geste. Donc, il a passé une très sale soirée. Je pense que c'est vraiment, les gars, un très beau match de Renildo. Moi, c'est lui que j'ai trouvé extrêmement brillant, même si c'est plus l'anecdote du match. Quoi, mais c'est aussi que Thauvin, c'est un des rares dangers offensifs de Marseille, donc fallait pouvoir faire ce boulot-là. C'est-à-dire qu'il a assuré à la fois la charge défensive et offensive. Bon, évidemment, David, un doublé, c'est l'homme des 10 dernières minutes. On a parlé des rentrées aussi. Et dans les moins, non, j'ai pas de moins proprement parler. Et côté marseillais, je voudrais revenir aussi sur la dite boulette de Mandanda. Je rappelle quand même que sur les 2 buts qu'il prend, c'est quand même suite à des duels qui gagnent. C'est-à-dire qu'il y a une défense apathique devant lui. Il n'y a qu'à imaginer simplement, c'est vrai que le premier ballon est repoussé, c'est pas évident. Je crois que c'est David qui est à 6 mètres. Il ne peut que relâcher le ballon et il peut pas le mettre de côté. Je pense que c'est aussi un petit peu des défenseurs. On imagine dans le scénario que les défenseurs réagissent, le ballon est dégagé et cette boulette se transforme en un exploit de plus. Donc je pense, moi je n'ai vu quasiment que Mandanda à Marseille et je trouve même que les boulettes entre guillemets de Mandanda, elles pointent plutôt l'extrême faiblesse de la charnière centrale, quoi. Baptiste, ta sélection. Moi, je vais déjà commencer par Marseille, parce que Georges a dit qu'il a vu que Mandanda, moi j'ai vu que Payet, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Non, mais. C'est ton côté show business. Depuis que tu chantes dans la radio, tu ne vois que des paillettes. Voilà. C'est ça. Non, mais côté Lille, on peut ressortir le match de Renildo qui a fait un super match. Pour moi, c'est presque l'homme du match avec David. Mais franchement, Renildo fait un super match, donc bravo à lui. Donc il y a aussi Jonathan David qui marque ses 2 buts et qui, en plus de ses buts, m'a fait découvrir un nouveau don qu'est le chant. Bon, je ne le ferai pas découvrir aujourd'hui, mais pourquoi pas une prochaine fois. Mais sinon, Botman aussi, j'ai trouvé qu'il a été plutôt bon, même s'il n'a pas eu beaucoup d'interventions à faire. Les seules qu'il a pu faire étaient bonnes et nous a permis de ne pas voir l'Olympique de Marseille, pourquoi pas venir tenter sa chance devant Maignan. Et au niveau des flops du côté de Lille, je vais citer les 2 Turcs, Zeki Selic et Yazice. Alors Selic, pour moi, n'a pas fait un super match et Yazice non plus, qui a même été presque un fantôme de lui-même. Mais contre le Gazélec, on en reviendra après, mais il a été bon, donc c'est pour montrer qu'il n'est pas non plus hyper nul comme certains supporters puissent le dire. Et du côté de Marseille, Mandanda, pour moi, qui a fait un super match comme à son habitude du côté du LOSC. Arnaud, est-ce que tu as toi aussi une sélection? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ressortent sur les réseaux sociaux? Il va être moins bon, il passe pas en dernier. Comment tu veux qu'il soit efficace? C'est parce que suite à ta remarque, je t'ai gardé pour la fin. Lui casse pas sa dynamique. Alors, KH qui dit en positif, il y a David, Xeka et Ikoné. Sinon, que je dise pas bêtises, pour moi, c'est comme tu as dit François, c'est un groupe. Le groupe commence à vraiment à bien, enfin, pas à bien s'entendre, mais on voit qu'il y a quand même une dynamique intéressante. Et je vais peut-être dire quelque chose de rigolo, on va dire entre parenthèses.
Mais je remarque que depuis quelques semaines, Ikoné sourit. Et il va fêter les buts avec les autres. Ça, c'est incroyable. Avant, il faisait la gueule comme jamais. Il marquait, il faisait la gueule. Et les autres marquaient, il faisait la gueule. Là, on voit quand même sur une image où il est très content de voir David marquer avec un grand sourire. Et on le voit en photo. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait que ça va être la bonne année, on va dire. On verra bien par la suite. Mais pour l'instant, tout le groupe marche bien. Je touche du bois, j'espère que ça va jusqu'au bout. Après, au niveau en flop, enfin, c'est pas réellement un flop, on va dire. C'est Yazice. Je crois, d'après ce que j'ai compris, il a perdu un proche et il l'a un peu dur au niveau du moral. Et après, il y a aussi Bourak qui le manque aussi. Je pense que quand Bourak va revenir aussi, ça va être intéressant aussi. On verra par la suite, mais bon, après, il faut pas non plus le plaindre trop, on va dire. Il est dans son rôle, il fait son jeu et il est moins décisif pour l'instant, mais ça va aller, je pense. Et après, sinon, du côté de Marseille, Mandanda en top, hein. Et puis, aussi un plus, le public lillois. Il n'a pas scandé Thauvin cette fois-ci, donc c'est bien. Un bon plus. Vous auriez pu mettre une bande son, tu sais, pour. C'est ce que j'avais pensé, j'avais demandé ça, mais il n'y a personne qui m'a écouté, donc. Je pense T'es bon en avant-dernier, Arnaud. Hein. Attends, je t'attends. Effectivement, la sportivité du public lillois fait que Thauvin a certainement été déstabilisé par rapport à ses repères des matchs des années précédentes, et donc c'est pour ça explique très certainement son mauvais match. Julien, je gardais le meilleur pour la fin. Ouais. D'abord, une petite correction. Georges s'est trompé. En parlant de l'OM tout à l'heure, il a parlé de la défense à Patrick. Mais l'entraîneur, c'est Nasser Larguet. C'est juste une petite correction. La défense à Patrick, tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé d'une défense à Patrick. Allez, bon, J'ai pas le. On explique les blagues, on a mal barré. Il faut expliquer les blagues, c'est que c'est raté. Hein. C'est mauvais. Pourquoi il y a François qui passe dans cette émission N'insiste pas, Julien, n'insiste pas. C'est dégueulasse. Enchaîne. Non, je vais pas être original. À tapis, mais qu'est-ce que c'est David qui a rien lâché. Je me rappelle juste que David, il a que 21 ans. Donc c'est remarquable, je trouve, d'avoir une telle mentalité si jeune. Je le trouve génial. Comme vous le savez, je suis amoureux de Renildo, donc je lâche rien. Je vous le dis depuis des semaines. Chaque semaine, il monte en puissance. Et même notre JD national a écrit que c'était son meilleur match et qu'il avait été génial. Donc merci Joël Dominguetti d'avoir été objectif avec notre Renildo. En top, Thauvin, parce que merci d'avoir été aussi nul et de confirmer tout le mal qu'on pense de toi. On t'aime. Et en flop, les coups de pied arrêtés. On n'a pas parlé, mais on a été catastrophique une fois de plus, et comme toujours depuis les coups de pied arrêtés. Et vous allez voir qu'on va finir champion en étant nul à Brère sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même un exploit considérable. Hein. Heureusement pour les autres qu'on est nul en coups de pied arrêtés, sinon on aurait tué le suspense. T'imagines ? Alors, est-ce que quelqu'un a d'autre à rajouter sur ce match de Marseille ? Sinon, il y a Patrice. Ouais, il y a Patrice qui dit que Xeka était énorme, mais bon. Il y a Xeka qui a été énorme d'après pour Patrice, et après, comme dit Crico, qui est de retour parmi nous, il dit 5 minutes dans le temps additionnel, ça aurait fait 3-0 encore. Hein, donc, mais c'est vrai qu'on était vraiment excellent sur la fin. Hein, mais bon. En ce moment, je pense que Cheka, il est titulaire dans tous les clubs français. Le mec, là, il démarre même pas le match. Juste pour vous dire un peu la profondeur de banc et où on en est quand même. Hein. C'est pas pour s'emballer, hein, mais c'est une réalité. Cheka, il est en feu, il est hyper fort. Il est hyper rigoureux, dur sur l'homme, il apporte offensivement, il joue libéro stopper, il est toujours aussi bon. Enfin, c'est extraordinaire. Et le gars, il commence pas les matchs. Et une mentalité, vous le voyez jamais râler. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est génial ce mec. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, c'est les anciens qui font la différence. Il y a Fonté, Zeka, tous ces gars-là, ils amènent les jeunes vers l'avant, et tant mieux. Ouais, Arroyo aussi. Mec, on peut considérer comme un ancien maintenant. Ouais, bien sûr. Mais franchement, chapeau. Hein. C'est vrai. On a fait le tour de ce match contre Marseille. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Il est 21h, 20h58 exactement. Donc, deuxième partie de l'émission. Coupe de France, pas de piège corse pour le LOSC. Donc, un déplacement à Ajaccio avec une équipe, on va dire, remaniée. On ne peut pas appeler mixte. Une victoire 3 buts à 1. Un match pas si facile que ça. Qui veut commencer ? Baptiste ? Tu as des éléments à nous communiquer sur ce match ?
Sur ce match, ouais, bah moi déjà j'ai trouvé que c'était un bon match de No Dog avec une équipe remaniée. Il n'y avait pas beaucoup de titulaires. Il y avait par exemple la titularisation de Orestis Karnesis d'ailleurs. Donc comme contre Marseille, on s'est un peu, on ne joue pas 90 minutes pardon, mais on fait le taf avec un 3-1 avec 3 tirs cadrés. Alors est-ce que les buts contre son camp du Gazélec sont comptés comme cadrés, ça je ne sais pas, mais en tout cas 3 tirs cadrés on peut dire que c'est 100%. Avec des surprises d'ailleurs dans cette équipe, il y a eu aussi des déceptions. Et avec aussi donc un Karnesis qui n'a pas fait grand chose, mais qui malheureusement ne peut rien sur le but, donc c'est vrai qu'on peut pas le juger lui aussi. En tout cas, on remercie la défense d'Ajaccio pour leur 2 buts contre son camp. Bon, on n'avait peut-être pas besoin de ça, mais c'est toujours ça de prix. Christophe, tu veux rajouter quelque chose à cette analyse? Bah, moi, je te trouvais ça sympa d'avoir un match avec du public en 2021, c'est assez rare. C'est quand même sympa. Il est 19h, il y a du public, c'est la fête. Je suis sûr que les bars sont ouverts là-bas. Non, c'est Et sympa. j'ai vu des mecs, et tu sais que j'ai vu des mecs sur Twitter s'en plaindre. Ils ont interpellé la FFF pour dire ouais, c'est dégueulasse, du public, après C'est couvre-feu. Alors que c'est génial, c'est le foot qu'on aime. Ah ouais. Quoi. Ouais, je comprends pas ces mecs-là, moi. Ah ouais, c'est franchement. Pourquoi t'es rouge, Arnaud? Non, c'est festif. Le terrain était nickel. Je pense que le terrain, j'ai pas vu ça depuis Sally Berlet 92. Il y avait un bon glas sur le terrain. Et malgré ça, on a eu quelques phases qui ressemblent à quelque chose. Une belle entrée de David d'ailleurs, parce que le but contre son camp, mais il a fumé tout le monde sur son contrôle, il accélère, voilà. Et puis on marque un but sur corner, je dis super. On se prend un but sur corner comme d'habitude avec Botman qui court après son joueur. Faut qu'on retrouve quelque chose pour les corners contre nous parce que c'est pas possible. Il y a vraiment un problème. Mais oui, en gros le match n'était pas super intéressant. On l'a gagné, c'est le principe. Alors, je pensais le garder pour un peu plus tard, mais c'est vrai que la présence d'un public qui n'est pas au stade, strict, au sens strict, mais qui était en tout cas juste à côté, avait un côté original, en tout cas sympathique. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des chants de supporters dans un stade de foot en direct, même si les chants étaient sympas, bon, les paroles apparemment beaucoup moins. Mais... Elle ne prônait pas l'amitié entre les peuples, apparemment. Voilà. On y reviendra. On reviendra sur l'anecdote juste après le petit tour de table, si vous voulez bien. Donc, Baptiste, Christophe, Julien, cette fois-ci, tu vas passer en troisième. Ton avis sur ce match? Ben, moi, j'ai aimé ce match. J'ai aimé ce match parce qu'on a été très sérieux. J'ai aimé ce match parce que, pour le coup, Cheka, qui mérite, a joué tout le match. Et je vous rappelle quand même l'implication de Cheka sur ces deux CSC. Hein. C'est lui à chaque fois qui est le plus proche du joueur qui marque contre son camp, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est dans les bons coups, il est présent, il marque. Moi, Cheka, vraiment, en ce moment, je le trouve extraordinaire, comme Renildo, donc je suis hyper content. Et puis, je voudrais vous alerter quand même un peu sur quelque chose qui est que ce 11 de départ qu'on a vu ce week-end pourrait ressembler peu ou prou au 11 de départ de l'année prochaine. Alors, je m'explique. Si vous suivez un peu l'actu et les tendances lourdes des différents championnats, il est fort probable que les niveaux de transfert soient sans commune mesure avec ce qu'on a connu auparavant, et donc plutôt à la baisse. Et on parle de montants de transfert qui seraient 2 fois inférieurs à ce qu'on a connu habituellement les autres années. Donc, ce qui veut dire que là où on aurait besoin de 4-5 ventes, on pourrait envisager 8 à 10 ventes cette année. Et si vous retirez tous les profils bankable de l'équipe, on ne va pas les lister, hein, mais on sait, hein, c'est Maignan, Botman, Ikoné, Bamba, David, enfin voilà, jusqu'à en lister 8 ou 10. Les joueurs qui restent sont les joueurs qu'on a vus ce week-end contre Ajaccio. Voilà. Donc une équipe qui arrive quand même à gagner 3-0 contre Ajaccio, qui a montré un visage qui n'était pas dégueulasse. Une équipe dans laquelle il manquait Bourak, qui est encore en contrat jusqu'en 2022 et qui n'a pas de valeur à la revente parce qu'il est trop vieux. Donc je pense que quoi qu'il arrive, Bourak sera là l'an prochain. Donc voilà, juste, c'est un clin d'œil ou c'est pas un clin d'œil, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais juste se dire, voilà, ça pourrait ressembler à ça l'an prochain si vraiment il y a une volonté du fonds d'investissement, encore une fois inconnu, qui dirige le LOSC aujourd'hui, une volonté de récupérer très rapidement
un montant qui avoisine les 150-200 millions d'euros. Et si on veut aller chercher ces montants-là, eh ben, il va falloir vendre 8 à 10 joueurs, les 8 à 10 meilleurs joueurs lillois actuels. Aujourd'hui, le débat n'est pas encore ouvert. Mais je précise et je le rappelle, c'est absolument pas ce que nous avait dit Olivier Létang en début de saison. Même si tu as raison, on ne connaît pas le fond, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer en fin de saison, entre guillemets, et on le verra bien de toute façon au mercato d'été. Mais c'est vrai que la position officielle d'Olivier Létang, c'est d'avoir toujours un groupe compétitif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe compétitif? Est-ce que c'est un groupe qui est capable de gagner 3-1 à Ajaccio 3-1, pardon. ou un groupe qui est capable de jouer... C'est Paulet qui a marqué, c'est un ancien Lensois, donc j'ai occulté de ma mémoire, pardon. Oui, mais bon, le but était anecdotique quand même. Est-ce qu'un groupe compétitif, c'est un groupe qui est capable d'aller gagner en Coupe de France à Ajaccio, ou est-ce que c'est un groupe qui est en mesure de tenir les premiers rôles dans le championnat? Ça, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à cette question. J'ai tendance, comme on le disait la semaine dernière, je suis toujours un peu positif, je ne vous referai pas la blague, mais j'ai toujours tendance à faire confiance, entre guillemets, même si le scénario que tu évoques n'est pas forcément exclu, mais on verra très certainement au mois de juillet, voire même avant, si on s'aperçoit que Christophe Galtier ne souhaite pas rester au LOSC. Ce sera un signe qui serait annonciateur, effectivement, du scénario tel que tu le décris, à mon avis. Moi, si je parle de scénario, c'est aussi parce que l'ère Lopez nous a appris la prudence et l'ère Lopez nous a appris que les bonnes paroles, elles ne valent que si on veut bien les entendre. Et avec le recul, on se rend bien compte la somme de mensonges qu'on a pu avaler pendant ces quelques derniers mois. Donc, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est la voix officielle de Létang. On s'était dit la fois dernière, Létang annonçait qu'il n'y aurait de vente cet hiver qu'en cas de très grosses propositions. Ce qu'on sait quand même avec les bruits de couloir, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses propositions. Donc, ce n'est pas tellement qu'il a été extrêmement généreux ou qu'il aime les supporters. Non, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses propositions. Donc, il n'y a pas eu de départ. Et il le savait quand il est arrivé. Hein. Il le savait qu'il n'allait pas avoir de grosses propositions. Aujourd'hui, il faut aller chercher cette première ou cette deuxième place pour que ce soit financièrement intéressant et limiter les dégâts en fin d'année, parce que c'est combien 35-40 millions une place en Champions League, c'est ça, de mémoire? Donc forcément, ça reste intéressant. Mais le sujet est toujours là, c'est en combien de temps on va demander à ce fonds, donc en combien de temps Elliott et ou JP Morgan, on ne sait pas à combien ils sont encore représentés dans la dette, en combien de temps ils veulent être remboursés. S'ils veulent être remboursés vite, ça sera la grande braderie cet été, il n'y aura pas d'autre choix. S'ils laissent un peu de temps, oui, en effet, on en gardera, on vendra 5 joueurs, on en gardera 5, donc on sera encore relativement compétitif. Voilà, c'était juste la boutade, le clin d'œil en disant ça pourrait ressembler à ça l'an prochain. Ah bravo pour la boutade. Ouais, c'est très drôle. Il y a quand même Canal+ qui avait proposé 40 millions pour Botman quand même. Ça, vous l'avez oublié. Ça. C'est vrai. Alors, il ne faut pas avoir trop peur de JP Morgan. Il a évolué sur le côté de l'équipe d'Ajaccio et il nous a pas fait tant de mal que ça finalement. Et on ne savait pas qu'il se prénommait Jean-Pierre. Voilà. On va revenir sur le match d'Ajaccio. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bon, oui, je vais enchaîner. Je suppose qu'on n'a plus que les dépressifs à l'antenne maintenant. Oui. Merci Julien. J'ai entendu des coups de feu derrière les chats de Xanax. Petite anecdote quand même à propos de Paulet. Petite anecdote à propos de Paulet, qui a quand même déclaré à la fin du match que Lille était la meilleure équipe française actuelle. Ce qui veut dire qu'à mon avis, actuellement, Paulet, ex-Lensois, est autant persona grata au milieu des terris que Arnaud l'est sur l'île de Beauté, quoi. Mais non, sur le match, plus sérieusement, ce genre de match piège un petit peu comme ça en coupe, il y a 2 objectifs essentiels, c'est se qualifier et pas avoir trop de casse, quoi, éviter les blessés. Donc, de ce point de vue-là, ça a été mission accomplie. J'ai juste une frayeur un moment sur un geste un peu brusque qui était de Benjamin André, qu'elle m'a dit que tu es pas dans tel contexte. Je me suis dit, il va prendre un carton sur un match comme ça, ce serait vraiment trop bête, quoi. Mais ils ont bien géré le match. Alors, en effet, ces 3 tirs cadrés, ça avait un petit côté vraiment dans la gestion. Mais c'est souvent là aussi qu'on voit la force d'une équipe, la capacité justement à gérer à la fois
l'idée de pas prendre trop de coups. Il y a peut-être eu aussi, Galtier a eu un petit coup de gueule vis-à-vis des gens qui avaient des points marqués, qui ont peut-être pas nécessairement réussi le coche. Hein. Je pense qu'il a réévoqué Liadj notamment, qui a pas. Mais bon, je pense pas que ce soit des matchs nécessairement faciles de ce point de vue-là. C'est pas en général des matchs faits pour briller. C'est des matchs où il faut faire le taf, quoi, pour se qualifier, je pense. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose sur le match en tant que tel et est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Bah, sur le match en tel quel, c'est vrai qu'on peut dire merci aux Corses, hein, ils ont marqué quand même 3 buts, nous on en marque 1 et on gagne 3-1. Bon, on peut dire, hein. Tu vas avoir des problèmes. Ah non, mais bon, c'est vrai que je dis merci là-dessus, hein. Mais bon, après, c'est vrai que le fait, il fallait absolument gagner. Arnaud sera en vacances à Porticcio cette année, entre le 15 juillet. Et je serai invité gracieusement en plus. Je serai invité gracieusement et on m'envoie de la charcuterie corse aussi en même temps. Donc bon, sinon après, c'est vrai que sur le match, c'est vrai qu'il fallait faire le taf, comme dit Georges. C'est ça, hein, on l'a fait, c'est bien, c'est le principal. Après, c'est vrai que on n'a pas joué au mieux non plus, mais on a fait le taf et c'est très bien là-dessus. Après, c'est vrai que je reviens un peu sur ce que a dit Julien qui a fait un peu démoraliser tout le monde. C'est vrai que il y a aussi le fait d'être premier. Si on passe premier, on gagne de l'argent aussi, pas mal aussi. Après, il y a KH qui dit c'est quand même des financiers. Et les financiers ne vendent jamais lorsque le marché est en baisse. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, on va peut-être voir aussi la différence par la suite. Mais faut être capable de. Je suis d'accord, mais il faut être capable de couvrir. Oui, mais après, il faut se dire qu'il y a des retours de joueurs. Est-ce qu'on va vendre les joueurs là en question? Parce qu'on a tellement de joueurs qui sont sous contrat, on va peut-être les vendre aussi, et peut-être que ça ira. On verra par la suite. Après, c'est vrai que il y a mes amis corses hein, du public, là, franchement, j'ai pas compris. Donc, j'ai eu le malheur de dire un petit quelque chose sur Twitter, mais je me suis vite fait remballer. Mais je tiens quand même à remercier quand même les soutiens que j'ai eus, dont un en particulier que je ne peux pas citer, mais je remercie quand même à l'antenne, il va se reconnaître. À mon avis, pas ses vacances en Corse. Hein. Non, je pense pas, mais bon. Enfin bref, c'était quand même... j'ai trouvé ça quand même inadmissible. Après, c'est vrai que on a beau me dire qu'ils étaient pas dans l'enceinte du stade, ils étaient quand même sur le grillage. Hein. Et puis monter sur le toit d'un magasin but, je sais pas, c'est peut-être légal en Corse, hein, mais bon, après, on verra bien. Hein. T'es vraiment approximatif, c'est un Carrefour Market, Arnaud. Ah, peut-être Carrefour, ouais. Enfin bref. Oui, parce que les buts, il les mettait sur le terrain. Ouais, mais de l'autre côté alors. Enfin bref. C'était assez amusant. C'est bon, genre, cette vanne-là, tu l'as comprise? Ouais, quand c'est François, c'est bon. Ok, d'accord. Un but, ouais. Non, mais la tienne, elle s'est arrivée beaucoup trop tard, quoi, sinon. En dehors quand elle est arrivée, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert plus à rien. En dehors de la présence de supporters à côté du stade, alors qu'on commente, mais qu'on a commenté, après moi, mon avis personnel, c'est vrai que c'est pas un problème du Gazélec, parce qu'ils sont pas dans le stade, ils jouent un peu sur cette différence. Ce qui est par contre un problème, à mon avis, du Gazélec et qui est plus gênant, c'est pas tellement la présence des supporters, c'est les incidents qui se sont passés qui ont été relatés par Renato Sanchez, qui évoque des propos racistes. Alors, dans son message, il cite Renato va ramasser du coton. Ça vaut ce que ça vaut, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce genre d'incident? Il parle pas assez bien français. Il parle pas assez bien français pour comprendre ça. Alors là, franchement, j'y crois pas une seconde. Les Corses ou Renato Sanchez? Renato, il parle pas assez bien français pour comprendre qu'on lui crie dessus. Et en plus, avec l'accent corse, Renato va ramasser le coton. C'est pas vrai, tu peux pas y croire. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, hein. La Voix du Nord cite quand même que il y a quand même Diallo, Weah, Nyadji et Soumaré qui ont reçu des insultes racistes quand même. En plus du Renato, ça fait quand même beaucoup. Ah bah là d'accord. Non mais que des Français comprennent le français, ok,
mais qu'on dise Renato qui comprend cette phrase, moi, j'y crois pas une seconde. C'est Après, on lui a peut-être expliqué, on lui a peut-être traduit, je ne sais pas. Mais après, quand sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y avait des échanges avec notamment des journalistes qui étaient présents sur le direct, Sylvain Charlet pour ne pas le citer, qui nous disait qu'il n'avait pas entendu les insultes et que lors des réunions d'après-match, il avait trouvé les Lillois détendus qui ne faisaient pas état de l'incident. Alors, moi, quand je relis le tweet, ou plutôt le message sur Instagram de Renato Sanchez, je vois, alors je vais vous le dire en anglais, ça va vous faire sourire. For all the racist comments, we continue to laugh. C'est-à-dire que pour tous les commentaires racistes, nous avons continué à rire. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont pris au jeu, entre guillemets, peut-être du public corse habituel, où c'est vrai que c'est toujours assez chaud, les réceptions corse, avec des provocations, avec des termes, des attaques parfois directes sur la vie privée des joueurs, et peut-être qu'ils l'ont pris avec le grand sourire, et que finalement, ensuite, suite à ce tweet, c'est le tribunal des réseaux sociaux qui a enclenché, qui a créé scandale. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, cet incident. Est-ce que finalement, on n'est pas dans le cadre de la logique corse, même si ça va faire réagir Arnaud si je dis ça. Vas-y. Ouais, non, mais j'ai juste qu'il ne faut pas enflammer le truc. Quand j'ai vu c'est le LOSC sur le compte Insta, je crois qu'ils ont mis ça, le truc de Renato Sanchez avec total soutien, tout ça. Je me méfie toujours, un peu comme Julien, moi j'ai rien entendu. Enfin, voilà, Eurosport 6, machin, je sais pas quoi, voilà. J'arrive dans les 360. Voilà, désolé à la police, mais j'ai pas regardé les conditions normales. Mais voilà, j'ai pas capté le truc, j'ai pas entendu des choses comme ça. Et bon, après, ceux qui étaient au stade, j'ai pas entendu Gatti en parler, enfin, moins que j'ai raté quelque chose. Mais bon, ça m'embête un peu, quoi, de voir ces trucs-là qui apparaissent un peu à côté. Je pense on parlait de communication au tout début de nos premières émissions. Je pense qu'au niveau de la communication, il y a un petit loupé parce que ça sert pas à grand chose de faire ça si on n'a pas quelque chose, des témoignages étayés, des choses à prouver. Ben voilà, voilà. Si on n'a pas de preuves, s'il n'y a pas du concret derrière tout ça, ben je pense qu'il vaut mieux rien dire, quoi, sur les réseaux, quoi. Mais après, Arnaud. Le LOSC a les audios. D'accord. Ouais. Moi, j'aime bien la réaction de Renato parce que pour avoir vécu le contexte corse, c'est vraiment flippant. Moi, je l'ai vécu en 2002, je crois, en accompagnant Sedan parce que je travaillais au club là-bas et on a débarqué là-bas. Et c'est vrai que là, ça allait très loin à l'époque. Alors, c'est il y a longtemps, c'était il y a quasiment 20 ans. Mais les mecs, ostensiblement, c'était l'autre Ajaccio, hein, c'était celui de Coty. C'était Coty. Et montraient ostensiblement qu'ils avaient un gun à la poche, etc. Et qui nous disaient, les gars, il va falloir lever le pied ce soir, hein, tranquille, comme ça. C'est complètement flippant, parce qu'en plus, tu passes, c'est une haie de mecs comme ça pour rentrer au stade, c'est complètement flippant. Mais ce qui est rassurant, c'est que si Renato, il écrit qu'il faut en rire, c'est qu'en effet, dans la réalité des faits, il n'y a jamais eu de violence là-bas. Ils font peur, donc c'est un peu grand parleux, petit faiseux, quoi. Et j'ai l'impression qu'en tout cas en interne, c'est la communication qui a été faite. Les encadrants ont dit, bon les gars, vous allez vous faire chambrer, ils vont hurler, etc. Mais vous en faites pas, ça fait partie du folklore local, ne vous formalisez pas, etc. C'est ce que semble dire la réponse de Renato quand il dit on continue à se marrer, quoi. Mais alors, je ne le soutiens pas du tout quand je dis que c'est le folklore local, mais c'est le folklore local. Les Corses maîtrisent leur image, ils savent ce qu'ils renvoient et ils savent qu'ils sont impressionnants pour des continentaux et ils en jouent à mort. Tu cites l'exemple de Sedan. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, des barrages pour l'accession à la Ligue 1, d'un match contre le Havre, où le Havre avait été reçu, et le bus du Havre, notamment, avait eu du mal à pénétrer dans le stade, et qu'il y avait notamment des insultes, des intimidations, je préfère effectivement ce terme-là, avec français de merde ou des choses comme ça, et avec des gens qui avaient vraiment l'air, avec très peu de bonnes intentions, finalement, des types impressionnants. Donc, c'est ce que tu appelais le folklore local, mais c'est tout. Je crois qu'il faut effectivement le savoir quand on va jouer là-bas et essayer de ne pas en tenir compte. Georges, tu voulais... Oui, non, enfin, je voulais revenir là-dessus. D'abord,
ce fameux match, l'ACA, j'y avais été à Ajaccio. Hein, puisque moi, c'est une île, j'ai traversé de part en part, j'y ai passé pas mal de temps. Alors, c'est très particulier, les stades, mais par exemple, j'avais fait l'ACA. Moi, j'avais été surpris, justement, par le côté très calme. J'avais été voir le fameux Ajaccio-Lille qui avait fini sur un 3-3. On était, pour anecdote, on s'est même retrouvé, les gamins, avec le maillot du LOSC, comme c'était Gouret, le stade étant pas super bien balisé, au milieu du COP. Ajaccio avec les maillots du LOSC. Et on a été reçus très courtoisement. Ils nous ont indiqué gentiment, mais il n'y avait vraiment pas de frenzy. Je sais que j'ai des amis qui sont allés à Furiani, c'est un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, le fameux match face au Havre, je te dis, ces incidents ont resté sur, je pense, l'idée aussi que ce ne serait peut-être pas des supporters, mais des indépendantistes qui sont venus foutre un bazar. Enfin voilà. Après, je n'en sais pas plus. Je sais que des incidents sur les stades corses, c'est monnaie courante. Après, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien la réaction de Renato vis-à-vis de tout ça, parce que j'arrive aussi à un stade où j'en ai un peu. Alors, attention, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je me suis toujours battu contre les attitudes racistes les plus abjectes, et le racisme n'a pas sa place sur les terrains. Mais je trouve que ces temps-ci, il y a des trucs qui se barrent vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais en couille. Moi, j'ai vu la parodie du match entre Basaksehir et le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé ça pathétique. Il y a eu une incompétence d'un juge de touche. On a monté le truc en épingle. Au bout d'un moment, c'est plus une petite incompétence, un truc qui n'était pas excusable en soi, mais on en a fait le grand timonier du Ku Klux Klan, quoi, avec un Neymar qui pose le genou à terre, point levé, qui 15 jours plus tôt traitait sa caille de chinois de merde. On avait quand même le mec qui a lancé le truc, le joueur de Basaksehir, qui est un ancien Français, qui est un type qui traîne dans les sphères, enfin, je veux dire, qui est un proche de Sadi Keba, qui est quand même un racialiste noir qui interdit les blancs sur ses meetings. Et c'est ce mec-là qui est à l'origine de tout le grand bazar. Donc tout ça, ça a tendance des fois un petit peu à me... Alors, en effet, le coup des champs de coton, c'est pas nécessairement mon humour, mais je pense que ça ne reste que de l'humour. Et je pense qu'à un moment, on ne pourra plus rire de rien. On ne pourra plus déconner, on ne pourra plus oser, on ne pourra plus rien faire. Déjà hier, j'ai pas osé dire à ma femme, écoute, on est le 9 mars, il faut que tu retournes à la cuisine parce que tout devient risqué. Maintenant, voilà, je voudrais pas non plus que ça devienne une espèce de fanatisation, surtout que c'est cette caution morale du football qui souvent me fait marrer, quoi. On dénonce tout ça et puis dans le même temps, tu découvres que justement, toujours PSG, club du Qatar, quand il y a 6500 immigrés qui meurent sur les chantiers des stades, là, manifestement, ça dérange personne. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'aime beaucoup. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment amusé, c'est que les mecs, quand même, viennent dans un stade alors que c'est interdit. Ils brûlent le couvre-feu après 18h et c'est fumigène et chant raciste. Il n'y a qu'encore quand tu vois ça. Je voudrais rebondir sur ce que dit Georges, sur les 6500 morts au Qatar, qui ne font réagir personne. Justement, il y a une vraie prise de position aujourd'hui des ultras. J'ai vu des ultras, et des ultras, on parle des ultras, et de la fédération des ultras, qui dit aujourd'hui il faut boycotter cette Coupe du Monde pour cette raison-là, parce qu'une Coupe du Monde n'a jamais eu autant de morts sur les mains, et ça n'est pas possible. On ne peut pas, nous, supporters de foot, et avec ce que défendent aujourd'hui la très grande majorité des ultras, c'est-à-dire un retour à un football plus populaire, cette marchandisation totale du football incarnée par une Coupe du Monde au Qatar, qui n'a aucun sens. Il fera 45 degrés, on va mettre des climatisations dans des stades, etc., dans un pays qui est un désert. Tout ça n'a aucun sens. Et les ultras, justement, qu'on critique toujours, on dit que c'est des beaufs, on dit que c'est des violents, ils sont en train de s'emparer du sujet. Et il y a vraiment un mouvement qui vient des tribunes, des stades, et qui dit stop à cette parodie, stop à ce cinéma, et on ne peut pas continuer avec cette Coupe du Monde du Qatar. Et ça, je trouve ça hyper sain et hyper intéressant. Alors, il n'y a pas que les ultras, d'ailleurs, qui commencent à communiquer sur un éventuel boycott. Il y a certaines fédérations de football national qui évoquent le sujet. Je crois que c'est la Norvège qui a communiqué là-dessus cette semaine. Baptiste, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette histoire de coton ?
Non, bah c'est compliqué. Après, moi, j'attends de savoir vraiment ce qui s'est passé parce que, entre guillemets, personne ne réagit. On n'a ni vu en conférence de presse, on n'a rien vu. Donc, alors, je vais pas remettre la parole en doute de Renato Sanchez. Maintenant, j'attends de savoir ce qui va se passer. Maintenant, je sais pas, franchement, je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir comme sanction. Franchement, c'est très compliqué aujourd'hui, à l'heure où on est, de savoir si les insultes ont eu lieu. Alors, hier, un journaliste de France 3 à Tribune Nord a dit qu'en enlevant les commentaires, il y aurait eu ces insultes qu'il n'a pas citées. Alors, doit-on le croire ou non, on ne sait pas. En tout cas, on verra par la suite. De toute façon, les décisions devraient être prises dans ces prochaines semaines, dans les prochains mois. On espère que les sanctions seront lourdes parce que pour moi, c'est inacceptable dans un stade d'employer ces mots. Arnaud, tu veux conclure? Alors, je ne parle pas d'où tu vas aller, où tu vas partir en vacances, ça ne nous regarde pas. Mais est-ce que tu veux conclure sur le sujet? Est-ce qu'il y a des commentaires des internautes? Oui, alors il y a Cash sur Twitch qui dit que, l'anecdote de Georges qui dit qu'il a été dans le COP ajaxien, mais il a pas dit que Georges mesurait 1m90, donc je comprends aussi les autres. Et après, il y a sur Facebook, il y a Fabulous Femme qui dit que la section de la selle boycotte aussi le Qatar parce que vu que l'alcool ne sera pas servi non plus, donc ça sert à rien. Effectivement, c'est une raison beaucoup plus louable que quelques morts sur le chantier. Et après, on a Rico qui dit quand même ça met en avant toute la lâcheté successive de la LFP sur les sanctions, enfin sur les non-sanctions des clubs corses. C'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais vu un club corse sanctionné par la Ligue, hein, ni par la fédération, mais enfin on verra bien, peut-être que ça va changer. Parce qu'en plus, comme si je me trompe pas, il y a le président de la fédération qui est accusé de sexisme, je crois, il y a pas longtemps. Est-ce que lui, il va peut-être commencer aussi à s'énerver aussi là-dessus? On verra bien. Après, je vais prendre leur défense. Hein, je pense que la Corse, la Corse, elle a quand même payé un lourd tribut avec Furiani. Voilà, quoi. Tu vois, s'il y a vraiment une population qui a payé dans sa chair sa passion pour le foot, ce sont les Corses. Il n'y a jamais eu autant de morts en France que là-bas. Donc après, tu vois, je peux comprendre qu'en raison de cette historique, aujourd'hui, on soit toujours un petit peu prudent à sanctionner les Corses. Pour cette raison-là. Il y a eu plusieurs matchs de Bastia délocalisés sur le continent aussi. Oui, il y a des joueuristes. Pour des raisons justifiées, hein, mais je pense qu'ils ont été quand même. Je pense même qu'à un moment, c'était le caillou dans la godasse de la Fédé Bastia. Quoi. Ah oui. Clairement, il y a une année, ils ont voulu. Sur les poules de l'équipe de France, ils ont mis Ajaccio dans la poule Nord. Quoi. Oui. Alors, vous avez évité l'Ajaccio-Marseille, c'est comme ça. Je vous propose de conclure non pas sur la Coupe de France, que je voudrais vous poser une dernière question, mais sur cet épisode Corse. Concernant la Coupe de France, j'ai une dernière question à vous poser. Le tirage au sort est connu depuis hier soir, donc prochain match au Parc des Princes, donc 8e de finale contre le PSG. Alors, c'est un bon tirage ou c'est un mauvais tirage? Qui veut commencer? Baptiste. Allez, c'est parti. Ben, d'abord, donc, pour rappeler que si le PSG venait à se qualifier demain, on aura le match le 17 mars, donc c'est-à-dire dans 8 jours. Donc déjà, dans 8 jours, il faut déjà se projeter, puisqu'on aura le match de Monaco la semaine prochaine. Et ensuite, ce dimanche, d'ailleurs, petit coup de gueule, l'affiche sera, il me semble, un PSG Nantes, on aura Monaco-Lille à 17h. Bon, je vous laisse, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est tellement n'importe quoi. Pourquoi pas mettre un Brest-Dijon pendant qu'on y est? Mais hormis ça, du coup, normalement, le PSG devrait se qualifier sans trop de difficultés. Donc, on jouerait le 17 mars. Donc, déjà, il faut déjà penser, Christophe Galtier, malgré la rencontre de Monaco, à ce qui va se passer. Parce qu'on enchaîne Monaco, Paris. Il me semble qu'on enchaîne après Metz. Et après, on réaffronte le PSG. Même pas 10 jours plus tard. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Il va falloir essayer aussi de trouver un turnover pour essayer d'être compétitif en Ligue 1 et en Coupe de France. Pour moi, il faut jouer les deux compétitions, je ne vais pas dire à fond, mais presque. Maintenant, à voir si Christophe Galtier veut les jouer à fond. Après, on parle aussi, beaucoup de supporters disent que oui, alors le PSG n'aura pas dû les affronter, mais à un moment, si vous voulez jouer la coupe à fond, il faut tomber contre des gros, il faut l'affronter et on peut le faire tomber, parce qu'eux aussi, ils auront un effectif réduit, donc c'est le moment ou jamais de la gagner aussi, cette Coupe de France. Alors moi, si je peux me permettre, pour une fois, finalement, le calendrier nous est favorable.
Parce qu'effectivement, tu disais que si le PSG se qualifie, on jouerait dès la semaine prochaine, donc juste après le match de Monaco. Sauf que Paris aura aussi joué son match de Coupe d'Europe, se sera qualifié, certes, mais aura joué le match de Coupe d'Europe et aura peut-être aussi la tête au quart de finale en fonction du tirage au sort. Donc finalement, il vaut peut-être mieux les rencontrer tout de suite que de les rencontrer hypothétiquement en demi ou en finale à un moment où ils seraient éliminés de la Ligue des Champions. Pour l'instant, ils sont chasseurs en championnat, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. La Coupe de France, forcément, ça peut être le parent pauvre. Qui veut rebondir là-dessus ? Après, c'est vrai que si on veut gagner une Coupe d'Europe, enfin une Coupe de France, il faut battre tout le monde. Donc, que ce soit Paris maintenant ou Paris en finale, autant le prendre tout de suite. Après, Baptiste, il dit que Paris va sûrement se qualifier en Ligue des Champions. On sait jamais. Une petite remontada, ce serait pas mal. Georges, si tu fais des paris, tu peux toujours essayer, hein. Ouais. Faut toujours oser. Christophe, tu voulais intervenir ? Juste par rapport à ce qu'a dit Arnaud, je pense que Nantes en 2000, il bat pas grand monde avant de battre Calais en finale. Hein. Mais bon, c'est autre chose. Ouais. Et Marseille, quand ils vont en finale d'Europa League, c'est la même. Ouais, voilà. Donc ça peut arriver que ce soit simple. Mais non, moi je suis content. On n'a plus que des gros matchs à jouer, c'est super. C'est super. On continue sur un rythme de Coupe d'Europe. On continue avec le turnover de 4-5 joueurs par match. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et puis, et on n'a rien à perdre, quoi. En début de championnat, si en début de championnat vous avez dit tiens peut-être que vous serez champion, peut-être que vous avez gagné la Coupe de France, mais j'aurais dit peut-être mais peut-être pas oui parce que c'était tellement indécis avec tout ce qui se passait au LOSC et c'est encore indécis comme le disait tout à l'heure Julien avec sa bonhomie. Tout va bien, mais non mais voilà, on n'a que du bonus à prendre et on joue des gros matchs et super quoi. Allons-y et ça va être bien, ça va être super. Georges, je te vois dodeliner de la tête. Oh. Non, mais je me dis, voilà, je dodeline. Non, ça aurait pu être pire. On aurait pu tomber le Red Star. Pareil. Non, donc bon, faut les jouer. Un peu comme les autres, je suis pas sûr que ce soit le LOSC que ça emmerde le plus ce tirage. Je sais pas. Hein. Je suis pas sûr que ce soit le LOSC. Parce que, en effet, pour Paris, c'est un temps d'ambiguïté. C'est toujours cette question, c'est-à-dire que c'est le club qui a à cœur d'amener tous les trophées nationaux au Bercail, ce qu'ils font relativement bien quand même depuis une dizaine d'années. Et là, c'est vrai que ça va tomber au moment où il y aura peut-être, si ils ne font pas la fameuse remontada, il y aura peut-être encore un parcours européen. Et d'ailleurs, double effet qui se coule, en fait, on va aussi les jouer juste avant, en championnat, juste avant justement le match aller de championnat. Donc moi, mon gros espoir, c'est en effet qu'ils puissent passer le tour demain et ensuite qu'ils aient un tirage monstrueux, le Bayern. Moi, je rêve du Bayern en quart. Et voilà, ils devront nous affronter à quelques jours du match du Bayern. Je veux dire, ça peut être tout bénef. Sachant que moi, la priorité, ça reste quand même le match de championnat parce qu'entre Monaco, si on fait un truc là-bas, là, vraiment, je me mettrais à y croire, mais pour de bon, quoi. Julien, en tant que doc de Paris, tu vas évoluer à domicile ? Ouais, on va évoluer à domicile. Je suis pris dans des sentiments vraiment contradictoires. Je citerai les grands auteurs pour dire qu'il va falloir jouer crânement notre chance. Les deux se reconnaîtront. Mais oui, enfin, Galtier l'a dit souvent, le groupe a envie de tout gagner, donc vous l'avez tous dit. Moi, je préfère perdre là dans quelques jours contre Paris que de perdre en finale. Ça me rendrait malade. J'étais à la finale de la Coupe de la Ligue avec Maître Gims, ça a été un cauchemar. Surtout Maître Gims. Ça a été un cauchemar pour Maître Gims aussi. Aussi. Donc parce qu'il n'a pas vraiment eu un rappel. Ça a été horrible pour nous tous. Je ne veux plus jamais vivre ça. Donc, je préfère les jouer tout de suite, en effet les battre et gagner. Et après, vous le savez, je vous en ai souvent parlé, moi je suis nostalgique d'un football populaire. Ma compétition préférée, c'est la Coupe de France pour son côté universel, parce que mes copains de Saint-André ou de Marquette, ils sont sur la même ligne que tous les autres en début de saison et ils peuvent la gagner, ils peuvent aller au bout s'ils sortent tout le monde. Et je trouve ça merveilleux et c'est pour ça que j'aime cette compétition. Et c'est pas la formule de cette année. Donc forcément, je la trouve un peu plus insipide et en même temps, ils nous ont fait vibrer ce week-end. On a vécu des belles émotions et c'est souvent ce qu'on dit que seule la Coupe de France peut nous faire vivre.
parce que Canet-en-Roussillon, ils ont bouffé Marseille, que les professionnels sur le terrain, c'était Canet, c'était pas l'OM, et que ce match était un beau match, parce que Canet a super bien joué. Et ça, il n'y a que la Coupe de France qui peut nous donner ça. Moi, j'ai trouvé ça plus bandant que les 10 derniers matchs de Ligue 1 que j'ai regardés. Alors, pas les matchs avec le LOSC, mais que les autres matchs de Ligue 1 que j'ai regardés. Et ça, c'est la Coupe. Donc, je suis vraiment pris qu'entre des trucs contradictoires, et j'ai envie de la gagner, quoi. J'ai envie de la gagner. Et donc, on jouera 2 fois à Paris, une fois contre le PSG et une fois au Stade de France en finale. Contre le Red Star. Contre le Red Star, à domicile pour eux. Tout bénef pour les DDP. Voilà, donc je voulais conclure sur ce sujet Coupe de France avec juste une petite info. Donc, a priori, la Fédération française de football a lancé une enquête en fait sur les insultes racistes. Alors bon, on va les laisser mener leur enquête et pendant ce temps-là, on va essayer de se qualifier pour la finale. Ce sera une meilleure revanche, je crois, pour Renato Sanchez et la façon dont il a pris cet incident. Troisième partie de l'émission, il est déjà 21h35, donc je vous propose de passer rapidement cette troisième partie. On va réévoquer le prochain match de Ligue 1, le prochain rendez-vous pour le LOSC. On est dans la dernière ligne droite du championnat, une ligne droite en fait qui est composée de plusieurs sommets. Le premier sommet, c'est ce déplacement à Monaco. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Christophe? Ouais. Comme je me disais précédemment, oh là là, comme je disais précédemment, je ne vais pas y arriver. Je vais le dire autrement. On va avoir une série de gros matchs à jouer. Je n'ai aucune idée de savoir ce que ça va donner, mais je suis vachement excité de voir ce match à 21h, hein, Baptiste, parce que c'est quand même le grand match. Donc, m'étonnerait qu'il passe à 17h05. Et non, mais je pense que Monaco c'est l'équipe en forme depuis le début de l'année quand même. Hein, et à part un faux pas, le reste, il joue plutôt bien. Bon, j'ai vu des images contre Nice là, en Coupe de France. Là, je pense que Nice, ils ont fait au moins 12 passes décisives à des attaquants monégasques. Ils en ont marqué que 2, donc ils ne sont pas si efficaces que ça. Parce que franchement, c'était, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le résumé, vous allez voir ce que c'est qu'une défense en carton. C'était juste énorme. Mais donc voilà, Monaco, c'est une belle équipe. On gagne rarement là-bas, très rarement là-bas. Donc, c'est l'occasion jamais d'aller gagner pour une fois. Hein. Vu qu'on gagne une fois tous les 5-10 ans, 7-8-10 ans. À part en coupe, on avait gagné, mais en championnat, c'est rare. Donc, bon, ce serait bien qu'on ait gagné là-bas pour cette fois. Et voilà, j'espère un match ouvert et puis un peu fou. Et puis 1-3-2, ça me va bien, quoi. Baptiste, ton avis sur ce match? Je vais faire comme la semaine dernière. Hein. Je vais un peu reprendre les joueurs comme vous étiez impressionné. Donc déjà, il y a une incertitude du côté d'Aurélien Tchouaméni, le milieu qui fait une paire avec Fofana. Donc il a été blessé hier, petite blessure musculaire. Alors ce qui sera là dimanche ou pas, on attend. Alors on se rappelle qu'au match aller, on leur marque un but en contre avec un Bourak qui prend le ballon au milieu de terrain et avec un centre pour Yazici qui marque. Là, ce sera beaucoup plus compliqué puisque l'AS Monaco évolue dans un 3-4-1-2, donc c'est un nouveau système avec la faculté des latéraux à monter et aussi à très vite descendre. Donc à moins être pris en compte et donc avec un très beau travail défensif et une supériorité qui fait mouche puisque les latéraux, donc je l'ai dit, on centre, se procurent des occasions comme l'a fait Ruben Aguilar hier. Et il y a aussi des très beaux attaquants, je pense à Golovin, Ben Yedder, Voland, Diop, Jovetic aussi qui est présent, la recrue Henri Kou, si je dis pas de bêtises, donc qui sont vraiment en forme. Donc ça va être très compliqué aussi pour la défense lilloise et ce sera un très gros match. Et on rappelle aussi Christophe Galtier sera suspendu. Alors est-ce qu'il pourra parler comme l'avait fait Rudy Garcia lors de ses matchs suspendus ou est-ce qu'il va devoir entre guillemets se taire comme il avait fait contre Brest? J'espère qu'il pourra parler. C'est un super match. En tout cas, ça va être un très 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 gros match à venir. Un match, c'est sûr, qui aura grande importance pour le titre cette saison. Baptiste, je te rassure, il sera sur le toit du casino machin le long de Louis II et il balancera, t'inquiète pas. Il va appliquer la méthode corse. Georges, puisque tu as la parole, je te propose de continuer. Ton avis sur le match? Ouais. Moi déjà, l'importance du match, c'est qu'on peut quasiment définitivement, je pense, virer un prétendant au podium.
Et ça déjà, ne serait-ce que dans l'aspect crispant de cette fin de saison, se retrouver à 3 au lieu de 4, c'est important parce que vraiment, cette année, je pense que l'équipe qui finira à la 4e place aura vraiment très mal, je pense. Quoi. Vu les points engrangés, vu le rythme des équipes, l'équipe qui va finir 4e, ça va être terrible. Quoi. Pour le coup, la place du con n'aura jamais été aussi bien nommée. Donc déjà, une victoire contre Monaco, c'est quasiment la garantie qui n'en voit plus. Je pense que même un nul, ça les mettrait. Et puis je pense que ça enverrait pour le coup un vrai gros signal à la Ligue 1. Quoi. Donc ce match, j'ai du mal à me le configurer, à l'imaginer. C'est vrai ce que disait Christophe, on gagne pas souvent là-bas, y compris les années où ils sont pas très bons. Et il se trouve que cette année, il tourne pas mal. Alors, il y a eu un coup d'arrêt contre Strasbourg. Je pense que même, Strasbourg, dont on avait dit que c'est une équipe très faible, bon. Et je pense que le coup d'arrêt à Strasbourg, j'ai pas vu le match, mais on m'a dit que s'il y avait eu 3-0 pour Strasbourg, il y avait rien à dire, quoi. Donc, peut-être aussi que ils vont marquer le coup, parce que des fois, des équipes comme ça qui ont fait un passage, une espèce de série impressionnante, peuvent aussi s'effondrer, tout est possible. Je me souviens en décembre, ils ont eu comme ça un gros coup de mou. Mais je pense qu'il faudra compter que sur nous-mêmes, quoi. Si on joue comme on a l'habitude de jouer, parce que ce qui est vraiment extraordinaire avec cette équipe lilloise, c'est que les matchs, quand ils les gagnent pas, ils savent ne pas les perdre, quoi. Hormis 2 accidents cette saison, on a vu sur les matchs où ils ont été mis vraiment en difficulté, ils n'ont jamais perdu. Donc, je mise beaucoup là-dessus aussi, quoi. Alors, Julien, la fin de saison, le sprint final est marqué par beaucoup de confrontations directes entre les quatre leaders, entre guillemets, que ce soit pour Lille, Paris, Lyon ou Monaco. Ça va être une course à élimination où chacune de ces rencontres, finalement, va éliminer peut-être un candidat potentiel. Que penses-tu de cette première étape dans un match où on pourra peut-être revoir Bourak, qui va peut-être pointer le bout de son nez, il est en phase de reprise? Peut-être voir Bourak, j'ai vu une vidéo là cet après-midi, il s'entraîne vraiment à fond, il était en salle de muscu, a travaillé beaucoup en proprioception et il bosse dur. Alors est-ce qu'il bosse fort? Vous avez la blague. Est-ce qu'il bosse fort pour revenir dimanche ou est-ce qu'il bosse fort pour revenir plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, tu l'as dit, on rentre dans une trilogie là qui va être haletante, vraiment. C'est une fin de championnat comme rarement on en a eu. Ça fait quand même des années qu'on se fait chier avec Paris qui a 20 points d'avance 10 jours avant la fin. Et là, on va aller jouer à Monaco, à Paris, à Lyon. Et ça commence dès dimanche avec le premier épisode. Georges l'a dit, il n'a pas donné les points, mais on peut mettre Monaco à 10 points, puisqu'ils sont à 7 aujourd'hui. 10 points. Donc 10 points, c'est fini. Eux, ils ne pourront plus espérer que la Champions League, mais ils ne pourront plus espérer le titre. Donc pour le titre, ce sera fini pour eux. Et après, ce sera Paris, et après, ce sera Lyon. Et ce sera la même à chaque fois. À chaque fois qu'on gagnera, on pourra se dire que c'est quasiment fini. Mais je n'ai aucune certitude, parce que si tu regardes un peu en détail les équipes contre qui a joué Monaco, ils n'ont pas joué non plus que les meilleures équipes. Ça fait un peu équipe de branleurs, quoi. Ça fait, je joue super bien contre les gros, je fais un match extraordinaire contre Paris, tu vois. Je veux me montrer, je suis à fond. Et puis, ça gagne péniblement contre Nîmes 4-3, ça gagne que 2-1 contre Monaco, ça fait nul contre Lorient. Là, je viens quand même de vous citer des matchs de l'année 2021, et ce n'est pas les plus grosses équipes. Nantes, Nîmes et Lorient, ce n'est pas la fine fleur de la Ligue 1. Je mets Strasbourg de côté pour les mêmes raisons que Georges, c'est qu'ils nous ont impressionnés, et ils ont été tout autant impressionnants ce week-end contre Monaco. Donc c'est l'équipe en forme du moment, ils jouent vraiment très bien, et Loré tactiquement réalise vraiment des gros coups. Donc j'ai pas de certitude. Si cette idée que je me fais de ces mecs, c'est une équipe plutôt de jeunes et un peu branleurs et qui savent se transcender dans les grands matchs, on a intérêt à faire attention. Ça va être tout feu tout flamme, ça va partir dans tous les sens. J'ai presque envie de dire heureusement que Djibril Sidibé joue, et j'espère qu'il va se rappeler à notre bon souvenir et être généreux avec nous. Arnaud, est-ce que tu veux conclure sur le sujet avant qu'on fasse le tour des pronostics? Est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, c'est qu'au niveau commentaire, il y a Fabulous Fab qui marque contre Monaco, il faudra affronter le mur jaune. Après, c'est vrai que Rico aussi dit aussi sur Twitch, c'est un peu une finale de coupe
pour moi aussi. Et c'est vrai que je pense que les matchs contre les 3 premiers, enfin les 4 premiers, ce sera des finales uniquement. Donc après, je sais pas si vous savez ça, mais il y a un club qui va rencontrer les 4 premiers et qui peut faire basculer tout le calendrier. Vous savez lequel? Lens. On les salue. Voilà. Sedan, Lens. Ah bah Lens. non, ouais. Non, la Gazelle d'Ajaccio aussi peut-être, non? Non, c'est le Lens. C'est Lens qui peut être l'arbitre de ce final, on va dire, de ces finales des 10 derniers matchs. On verra un peu ce que ça va être. Mais c'est vrai que moi je pense que contre Monaco, si on joue sérieusement, comme vous avez dit, on peut les mettre à 10 points. Et 10 points, c'est vrai que Julien a raison, 10 points, c'est quand même 3 victoires et un nul. Je pense pas que sur les 10 derniers matchs, on se prenne quand même 3 défaites. Donc, je pense qu'on en mettra un de côté. Donc, ce sera bien. On va jouer à 3 après. Voilà, il reste plus qu'à faire le tour des pronostics. Alors, qui veut commencer cet exercice de prédiction? Christophe, allez. J'ai déjà donné, moi. J'ai déjà dit. Rappelle-nous le score et les buteurs. Victoire 3-2. Ça, j'ai pas peur. Les buteurs, Perlade. Non, je sais pas. Et Gaston Mobati, sinon. Ou Patrick Collot slip. Pour ceux qui avaient fait le déplacement en 2001. Ouais. C'est ça, c'est 3-2, hein, je vois là, non? C'est pas... Non, c'était 3-1. 2-1, la dernière journée, oui. 2-1. Non, je sais pas les buteurs. Arrojo, parce que ça fait longtemps. David, parce qu'il est en forme. Et oui. Hein. Ouais. Georges. Allez, 1-0 pour Lille, bisous du Kral. Julien. Un partout, but de Botman, parce que j'en ai marre de jouer et de le perdre tous les week-ends sur BetClick. Baptiste. Je vais être un peu plus optimiste que Julien et je vais dire victoire de Buzyn. Et d'ailleurs, la cote du LOSC est à 3,15 à peu près et celle de Monaco est à 2,40. Donc Lille, entre guillemets, selon les bookmakers, est moins favori que Monaco pour ce match. Et ça, 4 combien? J'ai regardé. Arnaud, est-ce que tu Elle as a un pronostic? Alors, Patrice marque 2-2. Après, les autres, j'ai pas d'autres pronostics pour l'instant. Moi, je vois un 1-0 et un but de Bourak sur sa rentrée. Parce que je pense qu'il va rentrer durant le match et qu'il peut tuer le match à lui tout seul. Il aura la niaque de revenir dans le championnat et la niaque de voir les autres jouer aussi. Donc, après, il y a Fabulous Fab qui voit un doublé d'André. Ah, on sait jamais. J'aime toujours l'hypothèse du doublé d'André. À vrai dire, entre le doublé d'André et le but du fessier du Kral à la dernière minute, mon cœur balance. Bon, bah écoutez, je pense que nous avons fait le tour de cette actualité du LOSC cette semaine. Donc, je voulais vous remercier pour ce nouveau bistrot d'aller LOSC. Merci Christophe, merci Baptiste, merci Georges, merci Julien, merci Arnaud. Merci à tous les internautes qui ont participé au débat sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas comme chaque semaine, de relayer l'émission et le résumé, de cliquer, liker, partager les émissions. C'est vous qui faites notre succès. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et comme chaque semaine, je vous dis allez le LOSC. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.